Introduction. Apprenez à défier vos croyances et à débloquer de nouvelles possibilités. Imaginez Dave Gray, 29 ans, assis en peignoir, toussant à cause d'un mauvais rhume. Il fume encore malgré son état. Coincé dans une addiction qu'il n'arrive pas à briser, il se projette soudain dans le futur. Il se voit vieux, en difficulté pour respirer, exactement comme maintenant, mais en bien pire. Et là, quelque chose change fondamentalement. Il décide d'arrêter de fumer sur le champ. Bien sûr, c'est pas la première fois qu'il essaye, mais cette fois, il tient bon. Pourquoi ? Parce qu'il commence à croire qu'il peut dépasser ce qu'il pensait être impossible, ce qu'il pensait être immuable. Ce déclic, il change tout dans sa vie. Il quitte son boulot, il met fin à sa relation, il démarre une toute nouvelle vie. Alors, comment un seul changement de perspective peut-il déclencher une transformation totale ? Dave appelle ça la pensée liminale. C'est une manière de voir le monde où on remet en question les limites mentales qui dictent notre vision de la réalité. Ces limites, elles nous encadrent, mais elles nous enferment aussi. Alors, et si on pouvait les repenser pour révéler des opportunités qui sont insoupçonnées jusque-là ? Dans ce snap, on va découvrir comment dépasser les croyances qui nous freinent, défier nos présomptions et ouvrir la porte à de nouvelles possibilités. Grâce à des stratégies pratiques et accessibles, vous allez apprendre à trouver des solutions que d'autres n'ont pas encore. Même dans des situations qui paraissent bloquées, vous verrez des chemins où il semblait n'y avoir aucune issue. Merci beaucoup pour cette intro. On va attaquer tout de suite par le premier chapitre qui traite de comment vos croyances façonnent votre perception de la réalité. Chapitre 1. Comment vos croyances façonnent votre perception de la réalité. Pourquoi est-ce que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer des conclusions complètement différentes ? Est-ce que ça vient de leurs croyances ? Et aussi, comment ces croyances influencent sur ce qu'on perçoit ? C'est une question qui est vraiment fascinante. En fait, nos croyances, c'est pas la réalité. C'est des modèles de la réalité. Et pour comprendre comment ces croyances fonctionnent, il y a 6 principes importants aujourd'hui. On va explorer les 3 premiers dans ce chapitre. Le premier principe, c'est que les croyances sont basées sur des expériences limitées. Imagine l'histoire des aveugles et de l'éléphant. Chaque aveugle touche une partie différente de l'animal, de l'éléphant. Une patte, la trompe ou les défenses. Et chacun croit comprendre ce qu'est un éléphant. Et bien sûr, quand on leur demande à quoi ressemble un éléphant, aucune de leurs descriptions n'est la même. Aucune ne reflète non plus la réalité complète. C'est pareil pour nos croyances, elles sont souvent basées sur des morceaux de la réalité, mais jamais sur un ensemble. C'est vrai que nos expériences, finalement, elles sont toujours partielles, elles sont jamais complètes. Et le deuxième principe alors ? Le deuxième principe, c'est que nos croyances naissent de ce sur quoi on concentre notre attention. Imagine que tu entres dans un supermarché. Si tu cherches des fruits, tu vas voir des pommes et tu vas voir des bananes. Mais tu remarqueras sûrement pas les boîtes de conserve ou les promotions sur les produits ménagers. Ce sur quoi tu te concentres façonne ce que tu vas voir et donc ce que tu vas croire. Avec le temps, ces croyances deviennent des jugements et ces jugements finissent par influencer tout ce qu'on perçoit. Mais au final, ces croyances ne reflètent qu'un tout petit échantillon de la réalité. Ah oui, donc en fait, nos perceptions sont filtrées par ce qu'on cherche. Ok, et le troisième principe alors ? Le troisième principe, c'est que nos croyances créent une réalité partagée. L'exemple parfait, c'est l'histoire de Spitfire. Spitfire, c'était un chien de secours. Ce chien, il avait un comportement très agressif, surtout quand on essayait de lui enlever un os. Mais cette agressivité, elle venait d'une croyance qui était enracinée. Pendant sa jeunesse, il avait souvent dû se battre pour garder sa nourriture. Avec le temps et avec les interactions de son entourage, cette croyance a façonné son comportement. Quand les gens ont cessé de se battre pour avoir les os, son comportement a changé. Cet exemple, il montre comment nos croyances partagées avec notre environnement influencent nos actions et nos réactions, même chez les animaux finalement, ça fonctionne. Donc, ces 3 principes montrent à quel point nos croyances limitent ou dirigent notre vision du monde. C'est ça, et dans le prochain chapitre, on va voir comment nos croyances créent des angles morts et limitent notre potentiel. Chapitre 2.
comment les croyances créent des angles morts et limitent notre potentiel. Alors, est-ce que ce qu'on croit peut nous empêcher de voir des opportunités qui sont pourtant juste sous nos yeux? Eh bien c'est ça, dans ce chapitre, on va explorer 3 nouveaux principes qui montrent comment nos croyances façonnent nos limites. Commençons par le 4e principe. Les croyances créent des angles morts. Dave Gray, dans les années 90, voulait devenir professeur d'université. On lui avait dit qu'il n'y arriverait jamais sans avoir un master. Mais il a quand même essayé et il a fini par réussir. Ce qu'il a compris, c'est que certaines croyances limitantes, qu'elles viennent de nous ou qu'elles viennent d'autres personnes, peuvent masquer des opportunités incroyables. Donc, ces croyances nous enferment dans des frontières qu'on remet même pas en question. Mais qu'est-ce qu'il en est du 5e principe? Eh bien, le 5e principe, c'est que les croyances se défendent elles-mêmes. C'est comme un bouclier qui bloque tout ce qui pourrait les contredire. Par exemple, des études montrent que les démocrates et les républicains aux États-Unis peuvent regarder exactement les mêmes informations sur un sujet, comme la guerre en Irak, mais en tirer des conclusions complètement opposées. Pourquoi? Parce que leurs croyances créent une sorte de bulle autour d'eux qui filtre et déforme tout ce qui ne correspond pas à leur vision du monde. Ce mécanisme y rend très difficile le fait de changer d'avis, même face à des preuves évidentes. Ok, et le 6e principe alors? Eh bien, le 6e principe, c'est que les croyances sont liées à notre identité. Dorothy Martin, qui, dans les années 50, croyait avoir reçu un message d'être spirituel annonçant une inondation apocalyptique, quand rien ne s'est produit, elle n'a pas abandonné sa croyance. Au contraire, elle et ses disciples ont redoublé de conviction. Pourquoi? Parce que ces croyances n'étaient pas juste des idées, elles faisaient partie de qui elle était devenue. Et c'est souvent le cas. Remettre en question une croyance, ça peut ressembler à perdre une part de soi. Mais comme Martin l'a montré, une vraie croissance demande du courage pour confronter et dépasser ses croyances profondément enracinées, même si c'est vraiment très inconfortable. Donc, ces 3 principes nous montrent à quel point nos croyances peuvent non seulement nous bloquer, mais aussi se protéger elles-mêmes. Qu'est-ce qu'on va voir dans le prochain chapitre? Eh bien, on va voir comment repenser ces suppositions et créer l'espace nécessaire pour engager le changement. Chapitre 3. Repensez vos suppositions et créez un espace pour le changement. On dit souvent qu'il faut avoir un esprit ouvert pour résoudre les problèmes, mais comment est-ce qu'on fait vraiment pour remettre en question nos propres idées? Eh bien, ce chapitre propose 3 nouvelles pratiques simples mais puissantes pour y parvenir. D'abord, il faut partir du principe qu'on n'est pas objectif. Imagine un dirigeant d'entreprise qui découvre que son équipe lui cache des infos. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que ses réactions au chef d'entreprise, ses réactions passées, faisaient peur aux employés. Le problème, c'est que si tu fais partie du système, tu fais aussi partie du problème. Pour voir les choses sous un angle nouveau, demande plutôt à des amis de confiance de te dire ce que eux voient et compare ensuite leur point de vue au tien. Souvent, c'est là que tu vas trouver des angles morts, des choses que tu ignorais. Donc, la clé, ce serait d'accepter qu'on ne sait pas tout et du coup d'écouter les autres. Et principalement, ceux en qui on a vraiment confiance. Et après, on fait quoi? Eh bien, la deuxième pratique, c'est de lâcher prise sur ses préjugés pour apprendre quelque chose de nouveau. L'exemple de l'UNICEF, il est vraiment très parlant. Ils ont voulu introduire des ordinateurs portables dans des zones rurales en Ouganda, en partant du principe que les gens voudraient partager leurs histoires dessus. Mais le projet, il a complètement échoué parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de comprendre les besoins de base, comme l'accès à l'eau et l'infrastructure. Quand ils ont changé de stratégie et utilisé des technologies familières comme les téléphones portables, eh ben ça a bien mieux marché. Dans ton quotidien, il faut prendre le temps d'observer et de te libérer de tes attentes pour laisser émerger des solutions inattendues. Donc, parfois, en fait, il suffirait d'écouter et de regarder sans avoir aucune idée préconçue. Mais pour ça, il faut bien que les gens se sentent à l'aise pour en parler. C'est ça, et c'est la troisième pratique, c'est de créer un espace sécurisé. Par exemple, un supermarché voulait lancer un service de livraison en ligne. Mais l'équipe qui travaillait dans le supermarché a freiné le projet.
Pourquoi? Parce que les employés avaient peur que ça nuise à la fréquentation des magasins physiques, mais ils n'osaient pas directement l'exprimer à leur hiérarchie. En abordant ces préoccupations de manière ouverte, l'entreprise a pu ajuster ses plans et avancer. Le modèle SCARF est très utile ici. Il s'agit de reconnaître les besoins émotionnels des gens comme le statut, la certitude ou l'autonomie. Quand ces besoins sont menacés, les gens se ferment complètement. Mais si tu leur donnes un espace sûr, ils s'ouvriront. Ok, donc il faut créer un espace sécurisé. Et une fois qu'on a mis toutes ces pratiques en place, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Dans le prochain chapitre, on va explorer comment changer de perspective et perturber les schémas existants pour provoquer le changement. Chapitre 4. Explorer de nouvelles perspectives et perturber les schémas pour provoquer le changement. On parle souvent de voir les choses sous un autre angle, mais comment est-ce qu'on fait concrètement pour challenger ces idées et casser nos habitudes? C'est là que les 3 pratiques clés de ce chapitre entrent en jeu. La 4e pratique, donc, elle consiste à trier les perspectives. Pour comprendre les situations et les gens, il faut regarder sous plusieurs angles. Par exemple, Adrian, un manager, pensait qu'un collègue à lui était fainéant parce qu'il faisait souvent des erreurs. Mais en discutant avec lui, Adrian a découvert que son collègue traversait une dépression liée à des problèmes familiaux, des problèmes personnels donc. Ce genre de malentendu arrive souvent parce qu'on manque de détails essentiels. Le secret, c'est donc de se poser et de réfléchir à plusieurs explications possibles avant de tirer des conclusions, puis en discuter avec la personne concernée. Donc, au lieu de juger trop vite, il faudrait chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Et ensuite, on fait quoi? La 5e pratique, c'est de poser des questions et de créer des connexions. C'est en creusant qu'on trouve des solutions. Prenons l'exemple, cette fois-ci, de Mitchell Siplus, un humanitaire. En Somalie, il a découvert que les pêcheurs perdaient de l'argent parce qu'ils ne pouvaient pas conserver leurs poissons au frais. En connectant ces pêcheurs avec des vendeurs de glace, il a résolu le problème. La leçon ici, c'est de poser des questions sur le défi des autres et de chercher des connexions entre leurs besoins et des solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé jusque-là. Ah oui, donc dans ce cas-là, la réponse à leurs problèmes était dans des connexions qu'ils n'avaient pas encore imaginées. Et du coup, la dernière pratique? La dernière pratique, c'est de perturber les routines. Les problèmes s'enracinent souvent parce qu'on agit toujours de la même manière. Imagine une adolescente qui arrive jamais à rentrer chez elle à l'heure. Elle arrive toujours trop tard. Ses parents ont essayé d'imposer une heure de rentrée en la menaçant de lui donner des punitions. Mais plus ils serraient la vis, plus elle se rebellait et arrivait tard. Leur thérapeute leur a proposé une stratégie qui est complètement différente. Arrêter de crier et arrêter de donner des punitions et simplement fermer les portes quand ils allaient se coucher. En perturbant le schéma habituel, la dynamique a complètement changé et l'adolescente est finalement rentrée à l'heure. Ok, donc le message, c'est que de petits changements peuvent avoir un impact énorme. Qu'est-ce qui nous attend dans le prochain chapitre? Dans le prochain chapitre, on va voir comment prendre de petits risques et utiliser des histoires pour provoquer des changements significatifs. Chapitre 5. Prendre de petits risques et utiliser des histoires pour stimuler le changement. Parfois, on se dit qu'un grand changement est impossible. Mais est-ce que de petites actions pourraient suffire à créer une dynamique positive? Oui, ce chapitre se concentre sur 2 pratiques clés. Prendre des risques minimums et utiliser des histoires pour transformer les choses. La 7e pratique, c'est donc d'agir comme si le changement était déjà possible. Regarde Jason Roberts, qui voulait transformer un vieux quartier de Dallas en un espace européen vibrant. Au lieu d'attendre des autorisations ou des moyens colossaux, il a pris des petites initiatives. Il a d'abord peint des passages piétons, installé des tables et créé un parc temporaire. Résultat, les habitants et les autorités locales ont vu ce que ce changement pouvait apporter et ça a fait bouger les lignes. L'idée, c'est de commencer par un domaine de la vie où tu veux du changement. Note tes idées et teste-les, même si elles semblent petites ou improbables. Donc, ces petits pas peuvent aider à contourner des obstacles qu'on s'impose à nous-mêmes. Et les histoires, quel rôle elles jouent dans tout ça? La 8e pratique, c'est de raconter des histoires pour comprendre et transformer nos croyances.
Les histoires façonnent la manière dont on perçoit le monde. Par exemple, dans une équipe, les membres peuvent s'accrocher à des histoires sur leurs collègues, des histoires qui renforcent leurs croyances existantes. Mais en écoutant ou en partageant d'autres récits, on peut déconstruire ces biais et découvrir des perspectives nouvelles. Pose-toi cette question. Quelles sont les histoires que tu te racontes sur toi-même ou sur les autres? Qu'est-ce qu'elles révèlent sur tes croyances? Enfin, la 9e pratique, c'est de prendre de petits risques et de défier les normes. Chris Ortiz, par exemple, a fait quelque chose de très simple. Il a changé sa façon de s'habiller au bureau. Ça n'a pas transformé le monde du jour au lendemain, mais ça a changé la perception qu'avaient ses collègues de lui. Ils ont commencé à le voir comme quelqu'un qui osait sortir des sentiers battus. Ce genre de petits actes de courage, ça peut ouvrir des opportunités plus grandes. Réfléchis à quelque chose que tu pourrais changer dans ta routine. Écris une histoire où tu imagines ce qui pourrait arriver après avoir pris ce petit risque et observe la transformation. Merci pour tous ces conseils. On passe à la conclusion. C'est ça, on passe à la conclusion. À tout de suite. Conclusion. Dans ce snap sur la pensée liminale de Dave Gray, on a exploré comment nos croyances façonnent notre manière de voir et d'interagir avec le monde, mais aussi pourquoi elles ne sont pas la réalité. Ces croyances, souvent basées sur des expériences limitées, peuvent créer ce qu'on appelle des angles morts et déformer notre perception des opportunités qu'on aurait pu avoir. En reconnaissant et en remettant en question ces barrières mentales, on peut ouvrir la porte à de nouvelles possibilités de croyances. Des pratiques comme remettre en question ses suppositions, créer des espaces sécurisés ou perturber ses routines permettent de surmonter des schémas profondément ancrés et d'entamer des changements significatifs dans notre vie et dans notre travail. Merci pour ce résumé enrichissant. On espère que ce snap vous a inspiré et vous a donné des outils concrets pour un peu transformer votre quotidien. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une évaluation et surtout, on se retrouve très vite pour un prochain snap. À bientôt.